welcome to Eastern Circles, the geoeconomics think tank that explores the past, the present, and the future of the post-Soviet region. Today is our fourth episode of the Energy Diplomacy discussion series, and we'll be focusing on the petrostate economy of Kazakhstan, which became especially relevant in the light of recent events, political developments in the country since early January. We will explore in particular the links between the business and political elites in the country and how these interlinkages influence the political regime. The discussion will be taking place in French. Our Eastern Circles analyst is going to present the results of his research, and it'll be moderated by Gabriel Valli, Eastern Circles Vice President. I'm Eastern Circles President, Anastasia Shapachkina, and I will ensure the translation into English during the conference. However, the recording will only be available in French, and for English-speaking members and followers, we invite you to read the written summary of the conference, which will be available in both languages on our LinkedIn, Facebook, and soon to come, our website. Looking forward to our discussion. Gabriel, I pass the word to you. Bienvenue à cette conférence d'Eastern Circles centrée sur la géoéconomie des pétro-États, organisée en partenariat avec Diplomacy Magazine. Donc, je suis Gabrielle Valli, vice-présidente et cofondatrice d'Eastern Circles, et je suis ravie de vous présenter Stanislas de Bourmont, un de nos analystes qui sera notre intervenant aujourd'hui et qui va partager avec vous les fruits de son travail réalisé sur le terrain au Kazakhstan et qui lui a permis de réaliser un mémoire disponible en ligne intitulé « La géopolitique du pétrole au Kazakhstan, des configurations paradoxales ». Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, de questionner les liens entre ressources naturelles et construction de l'État-nation kazakh, mais également de mieux comprendre les dynamiques et possibles conséquences des récentes émeutes qui se sont déroulées au Kazakhstan en janvier 2022 et leurs effets à moyen et long terme, non seulement sur la politique interne du pays et les relations entre élites économiques et politiques, mais également sur l'orientation en termes de politique étrangère du pays. Alors sans plus tarder, je vais me tourner vers notre intervenant et lui poser une première question qui va nous permettre de revenir 30 ans en arrière, à l'origine donc de la création du Kazakhstan, à la chute de l'URSS. Et la question est la suivante. Donc j'aimerais, Stanislas, que vous nous parliez des liens entre construction de l'État-nation kazakh suite à la chute de l'URSS et les ressources naturelles abondantes du pays. Donc de quelle manière la rente économique a pu servir aux politiques à asseoir le régime que l'on connaît aujourd'hui, à renforcer leur position. Donc, le pétrole, si vous voulez, a une multitude de dimensions, aussi bien stratégiques, économiques, politiques ou encore sociales. C'est pourquoi il faut mettre en lumière une triade entre les élites, le pétrole et l'État. La famille de Nazarbayev, si vous voulez, a instrumentalisé cette ressource afin de se maintenir durablement au sommet du pouvoir. Donc, il n'y a pas que des dynamiques économiques et financières. On peut même parler d'un outil d'assurance vie, puisque la maîtrise du pétrole implique la maîtrise du pouvoir politique, et ce raisonnement peut s'inverser, puisque la perte de la maîtrise des ressources implique la perte du pouvoir politique, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la famille de Nazarbayev. Il y avait donc un lien assez étroit entre, d'une part, la concentration des richesses et, d'autre part, la consécration d'un modèle politique et sociétal. Merci beaucoup. Donc justement, si on s'attarde un moment sur cette question du système clanique du Kazakhstan, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la façon dont cette logique clanique fonctionne est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait des élites du Kazakhstan depuis l'indépendance? Alors, pour faire simple, le système politique et économique du Kazakhstan est défini par des relations paternelles et clientélistes, mais aussi par la division des Kazakhs en 3 groupes tribaux que je vais vous montrer en partageant mon PowerPoint, avec la petite horde, la grande horde, mais aussi la moyenne horde. Mais de nos jours, ces réseaux sont plutôt restreints autour des grands dirigeants et surtout de la famille présidentielle.
Autrement dit, donc, de l'entourage présidentiel de Nursultan Nazarbayev, à savoir ses filles, ses neveux, ses gendres ou encore leurs plus proches collaborateurs. On peut donc parler d'un présidentialisme clientélaire, qui est une notion développée par Henri Beyle et Marlène Laruelle, ce qui fait que cette famille, pendant 30 ans, a été au sommet de la structure politique et économique du Kazakhstan, en contrôlant notamment les industries stratégiques clés, particulièrement les ressources énergétiques, à savoir pétrole, gaz ou encore uranium, mais aussi d'autres industries extrêmement importantes comme les banques ou encore les télécommunications. Ainsi, jusqu'aux émeutes de 2022, la famille était étroitement liée à l'État et à la sphère économique. Alors après, attention, il faut quand même nuancer ces propos, puisque la sphère économique et politique est partagée entre la famille et d'autres clans locaux. La vie politique intra-élitaire est assez intense. Il faut comprendre qu'il y a réellement un jeu concurrentiel entre plusieurs clans. Donc, le fonctionnement des élites ne s'organise pas uniquement sur une base familiale, mais également sur des ancrages spatiaux, ethniques, démographiques ou même éducatifs. Mais effectivement, comme je l'ai dit au début, la majorité des parts de ce contrôle étaient entre la famille, qui disposait ainsi d'une influence considérable jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais donc, si je reprends mes notes, rebondir sur la réponse de Stanislas et demander quelques précisions concernant justement les élites. Donc, quels sont les autres clans et aussi comment peut-on positionner le président Tokayev? Où se situe-t-il? Quels sont ses appuis dans ce système? Alors, c'est une question qui est assez complexe, tout simplement puisque Tokayev a évolué sous la tutelle de Nazarbayev durant toute sa carrière afin de protéger ses intérêts personnels et familiaux. De plus, ce qui renforce cette incertitude, c'est que Tokayev s'est perpétuellement mis à l'écart des compétitions claniques et politiques du Kazakhstan. Et d'autre part, durant sa carrière, il n'a jamais eu la responsabilité de nommer des gouverneurs ou des ministres qui auraient été susceptibles de représenter ses intérêts personnels ou claniques. Donc, diplomate de carrière, il a étudié au fameux MGIMO de Moscou, ce qui fait qu'il a adopté une position assez neutre, fidèle à Nazarbayev et surtout éloigné des rouages politiques d'Almaty et de Nursultan. Puis, enfin, comme je l'ai rappelé, il n'a pas réellement de clan politique ou tribal à défendre, ni de personnalité clé sur lesquelles s'appuyer. C'est pour ça que les mutations aujourd'hui sont très compliquées à analyser et aussi à prévoir des hypothèses, puisqu'on ne sait absolument pas à qui va profiter ces mutations. Alors maintenant, nous pourrions peut-être continuer cette analyse et parler du paysage, de l'environnement économique. Est-ce que tu pourrais nous parler des principales entreprises énergétiques du pays, peut-être nous aider à comprendre le poids justement de ce secteur pour l'économie du Kazakhstan, enfin vraiment, voilà, nous dresser un portrait assez large de cette situation. Alors, pour commencer, le Kazakhstan dispose des 12e réserves mondiales de pétrole brut et de par ce réserve, il a pu s'intégrer dans la géopolitique régionale et mondiale du pétrole. D'autant plus qu'il a des gisements en pleine croissance, avec les 3 grands gisements du pays que sont Tengiz, Karachaganak et Kashagan. Kashagan qui est par ailleurs dans la mer Caspienne et le plus grand gisement offshore découvert au sein de ces 30 dernières années. Et par conséquent, le Kazakhstan est fondé sur un modèle d'économie de rente puisque le développement économique est étroitement lié aux ressources pétrolières. Pour vous donner quelques chiffres, le pétrole représente plus de 80% dans la catégorie mine et extraction. Il représente également 20% du PIB. Donc, je vais montrer rapidement un graphique qui nous permet de corréler le PIB avec le prix du baril, puisqu'on voit très clairement qu'à partir de 2014-2015,
le prix du baril chute considérablement et en parallèle, la croissance économique du Kazakhstan est également en forte baisse et ce, pendant plus de 2 ans. Pour revenir sur les chiffres, le pétrole représente 30% du budget de l'État et 2 tiers des exportations totales du Kazakhstan. Et avec ces chiffres, vous comprendrez donc ma notion d'État-ressources qui prévaut uniquement par ses ressources pétrolières. Le Kazakhstan est donc devenu un acteur géopolitique puissant grâce à ses ressources pétrolières. Il faut quand même faire une nuance puisqu'il est important parce qu'il exporte beaucoup, mais il reste modeste si l'on se place à l'échelle mondiale. Ces exportations restent assez marginales dans l'intégralité des flux économiques mondiaux. Il est donc condamné à rester un producteur de second rang puisqu'il n'atteindra jamais les niveaux de production de la Russie ou encore de l'Arabie saoudite. C'est dans ce cadre que les sociétés étatiques occupent un rôle incontournable dans la centralisation des ressources économiques par le clan présidentiel. On retrouve tout d'abord Kazmunaïgaz, qui est l'ancien Kazakh Oil, qui est la société nationale qui s'occupe de l'exploration et de la production. On retrouve également Kaztrans Oil, qui est la société nationale d'oléoduc, donc plutôt liée à l'acheminement, ou encore Kazakgaz, qui est la société étatique de gazoduc. Toutes ces sociétés ont évidemment plein de filiales, ce qui fait que le paysage est assez complexe et assez varié, mais la famille dispose d'assises dans l'intégralité de ces entreprises, ou du moins disposer, c'est ce qu'on va étudier après. Notamment donc par le biais de Samruk Kazyna, qui est la holding étatique, qui fera également l'objet d'une question par la suite. Il y a donc des personnalités clés de la famille qui sont à la tête de ces entreprises et dans plusieurs directions. Kazmunaïgaz est donc la plus importante des sociétés, mais elle a un rôle secondaire dans les activités extractives, puisque sa part s'élève qu'à 16% dans les sites d'extraction et dans les consortiums internationaux. Je vais rapidement faire un point sur les compagnies étrangères afin d'avoir un point de vue assez global et assez complet. Donc, pour commencer, les compagnies étrangères détiennent 70% de la production étrangère. Donc, le Kazakhstan est réellement très dépendant des opérateurs étrangers. Comme vous pouvez le voir sur le diaporama, sur ce diagramme, on peut voir la part des investissements étrangers et la part des investissements nationaux. Donc, on voit très, très clairement qu'il y a une prédominance assez conséquente des opérateurs étrangers. Tout simplement, ça peut s'expliquer par le fait que le Kazakhstan n'a pas les ressources financières, technologiques et même humaines afin d'opérer de manière unilatérale sur ces champs de production. Mais la puissance de Kazmunaïgaz est vouée à augmenter puisque à la fin des contrats de production, qui sont censés finir globalement dans 10 ou 15 ans, le Kazakhstan est censé récupérer toutes les infrastructures qui ont été construites par les opérateurs étrangers. Je m'étais alors demandé pendant mon rapport si KMG, Kazmunaïgaz, était voué à devenir une société régionale, si ce n'est internationale, donc en suivant le modèle russe, à savoir en créant une société qui serait au service de la politique étrangère du Kazakhstan. Il y a un élément qui peut donner une réponse, c'est que le Kazmunaïgaz a racheté Rompetrol, une entreprise roumaine, et a été renommé Kazmunaïgaz International. Mais il n'y a pas eu d'autres achats après celui-ci, ce qui fait que c'est sûrement une société uniquement nationale et qui restera domestique. Dans les acteurs internationaux liés à l'industrie pétrolière du Kazakhstan, on retrouve un certain équilibre puisque les États-Unis détiennent 29% du pétrole, de la production uniquement, à travers ExxonMobil, mais aussi Chevron. La Chine arrive en deuxième position avec 17% de la production pétrolière, principalement par le biais de la CNPC. L'Europe en détient également 17% à travers Eni, Total et Shell. Et vient ensuite la Russie avec uniquement 3% de la production par ces entreprises étatiques que sont Lucarco et Lukoil. Donc, je vais également vous faire partager une carte de synthèse avec l'intégralité des consortiums internationaux.
ce qui donne un ordre d'idée de la part des opérateurs étrangers au sein des activités extractives du Kazakhstan. Alors attention, cette carte ne concerne uniquement que les grands gisements avec des opérateurs étrangers. Je vous laisse également observer la totalité des parts détenues par les différents États. Donc, on voit bien que arrivent en première position les États-Unis avec différentes compagnies. Je vais rentrer un peu plus dans les détails concernant cette politique dite multivectorielle, avec donc des relations équitables, puisqu'on constate un rétrécissement de cette politique multivectorielle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle semble partielle. Autrement dit, deux États, les États-Unis et la Chine, détiennent 50% de la production pétrolière, ce qui fait que cette stratégie reste manifestement multivectorielle, mais elle s'est sans doute rétrécie au fil du temps. Donc, il y a deux tendances de ce rétrécissement. Comme on vient de le voir, il y a le décrochage ou la faiblesse de Moscou. Et le deuxième paramètre, c'est l'augmentation significative des parts détenues par la Chine à travers la CNPC. Puisque contrairement aux sociétés européennes et américaines, la Chine, elle, va chercher à non pas acheter seulement des parts, mais à acheter toute une batterie d'entreprises, notamment des filiales de KazMunayGaz, à l'instar de Aktobe Monaigaz ou encore de Mangisto Monaigaz. Alors que, encore une fois, les parts des sociétés américaines et européennes tendent à stagner, tout simplement pour une raison assez évidente, c'est que ce sont des sociétés privées qui ont des critères de rentabilité et l'exploitation au Kazakhstan est assez compliquée. Il faut un prix du baril élevé, mais je reviendrai sur ces paramètres un peu plus tard. Alors, maintenant qu'on s'est intéressé au lien finalement entre acteurs étrangers et entreprises productrices domestiques, on peut s'intéresser à d'autres liens. Et ce que j'ai en tête, ce sont ceux entre les élites politiques du Kazakhstan et ces grandes entreprises nationales. Donc, comment s'opère la répartition des ressources? Comment comprendre la répartition des richesses du Kazakhstan au travers de ces entreprises? Alors, comme on l'a vu en début d'interview, la famille présidentielle de Nazarbayev a monopolisé l'intégralité des richesses pendant 20 à 30 ans. Il y a donc une étroite concentration des richesses entre les mains d'une élite réduite et surtout une élite proche de la direction politique. Et ce paramètre peut s'expliquer tout simplement par la dépendance et la vulnérabilité de l'économie à l'égard des activités pétrolières. En d'autres termes, une mauvaise gestion ou une instabilité provoquerait sans doute un déséquilibre économique, mais aussi social ou encore géopolitique. Donc, la famille a des membres clés à la tête des directions, surtout avec les gendres de Nazarbayev. Le cas le plus probant est entendu Timur Kulibayev, qui est le troisième gendre de Nursultan Nazarbayev. Timur Kulibayev, qui a passé l'intégralité de sa carrière dans le paysage pétrolier, il a démarré par Kazakh Oil, il a ensuite fait Kazakh Trans Oil, KazMunayGaz, puis ensuite Samruk Kazina. Aujourd'hui, il n'exerce plus de fonction étatique, mais il est PDG de la société KazEnergy, qui est la société des producteurs de pétrole, un poste qui lui permet donc de contrôler et d'influencer toutes les décisions du domaine énergétique et particulièrement pétrolier. Ce qui fait que l'intégralité des décisions passe par lui-même et indirectement par la famille présidentielle. Pour vous donner un ordre d'idée de cette concentration des richesses, Timur Kulibayev a été élu en 2018 l'homme le plus influent et le plus riche d'Asie centrale par Forbes, ce qui n'est quand même pas rien. Il a également beaucoup d'alliés avec un réseau très vaste qui est très compliqué à déceler. Et les autres gens de Nazarbayev sont également à la tête des compagnies étatiques que sont Kaztrans Oil, mais aussi Kazakhgaz. Alors, avec cette concentration des richesses, on observe deux phénomènes. Le premier, c'est une fortune considérable, ce qui fait que la population ne profite pas des revenus liés au pétrole. La population est assez mécontente. On l'a vu avec les manifestations de 2022, assez violentes et d'une ampleur inédite, mais ce ne sont pas les premières de ce genre.
C'est-à-dire qu'en 2011, dans la province pétrolière de Manguisto, donc plutôt à l'ouest du Kazakhstan, il y a déjà eu des manifestations qui se sont effectivement qui se sont calmées par une forte répression du pouvoir politique, ou encore en 2019, d'autres manifestations, notamment liées à la présence de la Chine dans le secteur pétrolier. Et je m'étais entretenu avec une Kazakh d'Almaty qui m'avait expliqué tout simplement que la population se sent dépossédée de leurs ressources, alors que le Kazakhstan est un territoire considérablement riche et que pour eux, ce n'est pas normal. La deuxième tendance est qu'il y a une corruption sans précédent, c'est-à-dire que l'appareil d'État est totalement dysfonctionnel et que les cercles élitistes sont vraiment très opaques. Donc, on pourrait se demander comment ils contrôlent. Il y a un instrument qu'ils utilisent, qui est Samruk Kazyna, qui est un fonds de placement étatique de finances, qui est, si vous voulez, l'élément central de cette concentration des richesses par la famille. C'est un instrument économique, mais qui finalement s'est avéré comme un outil politique qui était étroitement lié à l'État. En d'autres termes, c'est une mainmise gouvernementale sur l'intégralité des biens économiques et stratégiques du Kazakhstan. Donc, pour la famille, Samruk Kazyna garantissait deux phénomènes, la centralisation et surtout l'accès direct, regroupé en une entité, des richesses stratégiques. Ce fonds regroupe par ailleurs les personnes les plus importantes du Kazakhstan, dont le PDG de Kazmunaïgaz, dont on a parlé avant. Pour vous donner un ordre d'idée, les actifs que Samruk Kazyna détient sont à peu près de l'ordre de 100 milliards de dollars. Tous les fleurons économiques sont concernés, principalement les ressources énergétiques, mais aussi d'autres fleurons de l'économie comme Air Astana, la principale compagnie aérienne, pour ne citer qu'elle. On pourrait dire qu'on vient de finir une sorte de première partie dans notre conférence et qu'on va maintenant essayer de se tourner vers des questions un peu plus politiques, mais vues encore une fois au travers de ce prisme géoéconomique. Et on va revenir quelques années en arrière, en 2019 très précisément, avec cette transition finalement à la présidence entre Nazarbayev et Tokayev. La question que j'aimerais poser ici est la suivante. Finalement, comment comprendre cette transition du pouvoir au travers du prisme de l'industrie pétrolière? Et de manière générale, quelle a été la réalité du pouvoir après 2019? Quel a été l'équilibre justement à la tête de l'État après ce changement de pouvoir? Pour commencer, je dirais que Tokayev n'avait pas réellement de pouvoir jusqu'en 2022. On parlait plutôt d'une démission en trompe-l'œil, puisque Nazarbayev, donc le président du Kazakhstan durant 29 années, était toujours l'incontestable figure centrale du système. Il était notamment président du Conseil national de sécurité, qui est en fait le cœur réel du pouvoir kazakh. Avec ce poste de président, Nazarbayev avait un droit de veto sur l'ensemble des nominations des postes administratifs, politiques et économiques clés de la République, donc avait un monopole sur la sphère économique. En parallèle, il était également président du parti politique au pouvoir qui s'appelle Nur-Otan, ce qui lui conférait de puissants leviers d'influence et de contrôle. Concernant la filière pétrolière, rien n'avait changé aux profondeurs jusqu'à aujourd'hui, puisque même avec cette transition politique, les acteurs nationaux qui étaient impliqués sous Nazarbayev étaient également les mêmes sous Tokayev. Donc, les principaux protagonistes nationaux n'ont pas changé de position. Les acteurs de l'industrie avec lesquels je me suis entretenu, à savoir ExxonMobil, Shell, mais aussi Total, m'ont confirmé cette vision. Ils n'ont ressenti aucun changement drastique chez les acteurs locaux. Après, il y a forcément eu des renégociations, c'est inévitable, mais ça ne s'est pas accompagné d'une redistribution totale des cartes et des enjeux, aussi bien pour la sphère politique que la sphère économique. Mais aujourd'hui, ça bouge très rapidement. Et peu d'analystes avaient prévu cela, mais Tokayev est en train d'opérer une modification et on va le voir dans la question suivante. Merci, tu me facilites le travail. C'est pour organiser un petit peu, structurer notre pensée. En effet, dans une
Prochaine question, on voulait parler de la situation présente, puisqu'on a vu un certain nombre de mouvements à la tête d'entreprises clés du secteur énergétique qui ont suivi les émeutes de janvier 2022. Et donc ce dont on aimerait parler maintenant, vous parler maintenant, c'est des changements, donc dans ce complexe, énergétique. De quelle manière ce secteur a été impacté par les manifestations et les revendications, économiques et politiques de janvier? Alors, pour commencer, je dirais que les industries extractives et les activités extractives ne se sont pas arrêtées par ces contestations et manifestations. Effectivement, il y a eu des émeutes dans les régions pétrolières occidentales, à savoir Atirao, Acto et Manguisto, mais il n'y a pas eu de conséquences notables sur la production. Cependant, avec ces contestations, Tokayev donne l'impression de s'imposer au sein de la sphère politique et économique nationale, puisqu'il s'est notamment érigé comme le nouveau président du Conseil national de sécurité, ce qui provoque l'affaiblissement de la position de la famille dans les secteurs économiques stratégiques, dont celui évidemment des ressources pétrolières et gazières. Ainsi, avec cette domination et cette indépendance de Tokayev, le modèle oligarchique, clanique et autocratique de Nazarbayev est en train de s'effriter, tout comme son réseau familial. Comme je l'ai dit, Tokayev apparaît désormais comme une figure indépendante, puisqu'il a notamment modifié ce que j'ai appelé la structure pétrolière de Nazarbayev, avec ce qui en suit un remaniement inédit des plus hautes fonctions étatiques. En effet, le premier gendre de Nazarbayev a démissionné de la compagnie de Castrans Oil. Le deuxième gendre, qui s'appelle Dimash Dozanov, a également démissionné de Kazakh et Timur Kolibayev, de son côté, a démissionné de la Chambre nationale des entrepreneurs, un poste qui lui permettait de réguler et d'influencer les activités économiques. En d'autres termes, la famille semble abandonner les emplois clés du domaine énergétique kazakh. Une question réside, est-ce que cet affaiblissement est-il orchestré par Tokayev en collaboration avec Nazarbayev, En d'autres termes, est-ce qu'il existe un accord tacite entre les deux dirigeants ou est-ce que Tokayev le fait de manière unilatérale, sachant que les émeutes ont eu d'autres impacts sur d'autres instances locales, comme le comité de la sécurité nationale, puisque le neveu de Nazarbayev s'est fait limoger de son poste de commandant en second, et également Karim Massimov, qui était le plus proche allié et fiable allié de Nazarbayev, s'est fait brutalement écarter de la sphère politique. En parallèle, le ministre de la Défense ainsi que d'autres hommes d'État se sont fait limoger et remplacés par d'autres personnalités qui étaient jusqu'à là peu connues du grand public. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le début d'une purge visible au sein même de l'appareil étatique, avec plusieurs changements radicaux. La question est à qui profiteront ces mutations, surtout que, comme on l'a rappelé avant, Tokayev n'a pas de clan politique ou tribal à défendre, ni de personnalité sur lesquelles s'appuyer. Pour revenir sur le pétrole, le but de Tokayev consiste à supprimer le monopole familial, mais également à enlever cette logique de concentration des ressources, aussi à endiguer la corruption et surtout faire profiter à la population des richesses naturelles. Donc, en clair, éliminer les disparités de revenus. Mais pour ce faire, il faut affaiblir la position de la famille et cela passe directement par l'industrie pétrolière. Uniquement, pour l'instant, excusez-moi, ce sont uniquement des présidents par intérim. Donc, on ne sait pas vraiment qui va prendre la direction des compagnies étatiques. Tu nous as parlé tout à l'heure de la holding étatique Samruk Kazyna et c'est vrai que tu voulais revenir sur cette compagnie. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, rentrer un peu plus dans les détails, nous parler de son poids et finalement de son usage par la famille Nazarbayev? Est-ce que, comme pour les autres entreprises que tu as citées, est-ce que ce fonds est impacté par les événements de janvier 2022? Alors effectivement, comme je l'ai dit, Tokayev a annoncé plusieurs réformes populaires, en commençant par la réforme de Samruk Kazyna.
puisque, si vous voulez, Tokayev souhaite privatiser l'intégralité des sociétés qui sont aujourd'hui sous la holding de Samok Casina et souhaite par ailleurs réduire la présence jugée excessive de l'État dans l'économie. Donc, Tokayev souhaite réformer Samok Casina sous la forme d'une caisse nationale d'aide sociale, un fonds dans lequel les riches pourront contribuer afin de remédier à la pauvreté. Et ça permettra en outre une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds publics. Donc, en clair, moins de corruption et plus de fonds publics à destination de la population. Mais cette tendance à la privatisation pourrait provoquer un démantèlement complet de la holding et surtout l'éclatement de ses activités. Puisque lorsque les actifs de l'État seront vendus, l'influence de Samok Casina sera sans doute remise en cause. Par conséquent, cela provoquera un affaiblissement économique et moral de la position de la famille dans les secteurs monopolistiques et stratégiques du Kazakhstan. Alors, maintenant, on va prendre un petit peu de distance, tourner notre regard vers l'étranger. Et je vais rappeler un chiffre que tu as mentionné tout à l'heure. Les États-Unis et la Chine détiennent, d'après les données que tu as, et je ne sais pas exactement de quand elles datent, mais les données que tu as montrent que la Chine et les États-Unis détiennent 50% de la production de pétrole au Kazakhstan. Tu nous disais aussi que Moscou décrochait d'une certaine manière depuis quelques années. Et la question que j'aimerais poser maintenant, c'est suite à ces manifestations de janvier 2022 et au plan de privatisation 2021-2025 de Tokayev, à quoi peut-on s'attendre au niveau des prises de participation de pays étrangers comme la Russie, la Chine, dans le pays? Est-ce que Washington ou Moscou ou d'autres pays étrangers pourraient finalement en profiter pour essayer d'être davantage présents au Kazakhstan et d'accroître leur part de marché? Alors effectivement, Tokayev a annoncé un plan de privatisation qui concerne alors l'intégralité des sociétés énergétiques publiques du pays, avec notamment Kazmunaïgaz en 2022 avec ses 80 filiales, Air Astana qui sera également privatisé en 2022, mais aussi Kejok qui est la société nationale du réseau électrique qui sera privatisée en 2023, ou encore Kazakgaz et ses 9 filiales en 2023 également. D'autant que les prix du pétrole sont assez en ce moment favorables, donc ce ne sera pas compliqué de trouver des investisseurs potentiels. Pour Kazmunaïgaz, j'ai envie de vous dire enfin, puisque sa privatisation est un thème économique de longue date. En 2020, Tokayev avait annoncé un plan de privatisation pour la période 2021 et 2025, et KMG n'y figurait pas. On voit donc bien que les émeutes ont accéléré ce processus et que Tokayev n'avait plus vraiment le choix. Donc, toutes ces sociétés vont entrer en bourse, mais effectivement, ça pose la question de qui profitera ces privatisations. Éventuellement, la Chine et la Russie, avec leur politique de prédation, ils pourraient notamment en profiter pour s'imprégner durablement dans l'économie du Kazakhstan. C'est déjà le cas pour la Chine, mais cette tendance pourrait s'accentuer avec le temps. D'autant plus que Tokayev a des liens étroits avec la Chine et la Russie. Il ne faut pas oublier que sa première visite présidentielle était à Moscou et que pour la Russie, le Kazakhstan est réellement un État clé dans ses projets d'union économique eurasiatique et dans sa zone tampon qui le sépare de l'Ouest, ce qui fait qu'il pourrait se servir de ce levier pour établir un rapprochement et une coopération encore plus étroite avec le Kazakhstan. Mais en parallèle, la Chine, avec qui Tokayev a passé une bonne partie de sa carrière, a également les ressources financières afin de s'imprégner dans le capital de ces sociétés. Donc, aussi bien pour Moscou que pour Pékin, on pourrait envisager qu'elles accèdent à ces compagnies nationales. Quoi qu'il en soit, ces privatisations provoqueront une augmentation de la richesse de la population, ou du moins, c'est ce que Tokayev espère. Mais je ne pense pas que les États-Unis ou l'Union européenne iraient s'intégrer dans le capital de ces sociétés.
Alors c'est vrai, comme tu disais, que Tokayev est assez proche de l'Asie. Il a été ambassadeur pendant un certain temps. Et, et maintenant, si on voulait rebondir sur cette question, j'élargirais un petit peu le point de vue adopté et je te poserai la question que beaucoup de gens se posent actuellement. Donc, quel, quel peut être le prix payé par le Kazakhstan et donc Tokayev pour l'intervention de Moscou, puisqu'il a fait appel à Moscou, qui est intervenu en déployant ses troupes dans le cadre de l'OTSC, c'est une grande première. L'autre grande première, c'est que Moscou a retiré ses troupes. Alors, d'après toi, et au travers de cette analyse ou de ce que tu connais du pays, quelle pourrait être cette raison, la raison du retrait des troupes russes, et donc quel pourrait être le prix à payer par le pays pour cette intervention au niveau militaire ou économique. Enfin, finalement, on élargit ce dont on vient de parler. Alors, c'est sûr que Tokayev s'est servi des troupes de la Russie et donc de l'OTSC afin de renforcer son emprise en interne. Ce qui fait que la Russie serait potentiellement dans la position de demander des concessions économiques ou stratégiques au Kazakhstan en guise de, en guise de remboursement par rapport à cette intervention militaire qui a par ailleurs coûté pas mal d'argent puisque ça demande une logistique assez complexe de déplacer autant de troupes et de les retirer aussi rapidement. Les conséquences, en revanche, qu'elles soient d'origine économique, sociale ou encore politique, sont assez compliquées à déceler. Peut-être que Poutine en profitera, comme je l'ai dit, pour renforcer son union avec le Kazakhstan, notamment pour ses projets d'union économique eurasiatique dont il rêve tant. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment déceler quelles seront les conséquences de cette intervention. Est-ce que les élites du Kazakhstan vont infléchir leur politique interne et externe en faveur de la Russie ou est-ce qu'elles vont reprendre leur politique multivectorielle afin de contrebalancer la dépendance sécuritaire et militaire à l'égard de Moscou? C'est une question assez compliquée et je ne pense pas qu'on puisse apporter des éléments de réponse sans commettre d'erreur. Maintenant, encore une question qui nous permet de nous tourner vers l'avenir. On sait que le niveau de richesse du pays a augmenté très rapidement ces dernières années, plus rapidement que dans les autres pays centra-asiatiques, et qu'à certains égards, cette richesse a pu être utilisée, euh, notamment richesse issue des hydrocarbures, afin de soutenir la population, finalement, d'acheter d'une certaine manière la paix et le silence de la population. On a vu que ça s'était retranscrit au travers de scholarships, c'est-à-dire d'aide aux étudiants, ce qui fait que les jeunes faisaient partie des soutiens du régime. Qu'est-ce qu'on a pu observer durant les manifestations, où se sont positionnés les jeunes, et également, est-ce que les mesures mises en place par le gouvernement actuellement vont lui permettre ou sont faites de manière à fédérer autour de lui d'autres groupes qu'il avait peut-être laissés de côté, un petit peu comme ce qu'on voit en Occident, voilà, finalement, de soutenir la population. Alors, je ne suis pas au Kazakhstan, mais de ce que j'ai pu voir dans les médias et les différents articles de presse, c'est que c'était un mouvement assez global qui concernait l'intégralité de la population. Alors, effectivement, c'est parti du doublement du prix du gaz de pétrole liquéfié, mais ces manifestations ont pris une tournure réellement politique et insurrectionnelle avec une ampleur et une violence assez conséquentes que le Kazakhstan n'avait jamais connues. Donc, j'ai quand même le sentiment que c'était un mouvement très général qui concernait beaucoup de strates de la population. Après, quoi qu'il en soit, Tokayev essaye de faire des réformes, à l'instar notamment du gel des salaires des fonctionnaires, et surtout, il essaye de libéraliser la sphère économique avec notamment des mesures pour consolider la confiance des investisseurs aussi bien nationaux que extra-nationaux. Avec des nouvelles réformes, on pourrait donc envisager une présence accrue des opérateurs étrangers
dans l'industrie extractive qui pourrait donc peut-être plus profiter à la population, notamment avec la privatisation des principales entreprises énergétiques. Puisque en se libérant de la tutelle familiale, le Kazakhstan pourrait peut-être s'ouvrir encore plus aux acteurs extranationaux, et ce, tout en continuant cette logique de relations équitables avec cette fameuse politique multivectorielle. Donc, le Kazakhstan pourrait peut-être renforcer sa position de carrefour économique et géopolitique centra-asiatique, tout en faisant profiter la population civile, aussi bien les jeunes que la population plus âgée. Je tiens juste à dire que les relations entre un État et les sociétés étrangères sont conditionnées par une variable internationale qui est le prix mondial du baril de pétrole brut. Or, ce prix du baril n'a jamais été aussi haut que depuis 2014 et en plus, il continuera sûrement d'augmenter en 2022. Donc, c'est un paramètre extrêmement favorable pour attirer des opérateurs étrangers puisque, comme je l'avais énoncé, l'exploitation du Kazakhstan est très compliquée. C'est-à-dire que le pétrole est très profond, généralement entre 4 000 mètres et 5 000 mètres de profondeur. La mer Caspienne également gèle environ 4 mois dans l'année, ce qui fait que ça rend les activités assez complexes, d'autant plus qu'il y a la présence d'un composant dans le pétrole qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui nécessite tout un processus de séparation qui est extrêmement coûteux. Et enfin, dernier paramètre, les coûts de transit sont assez élevés, puisqu'effectivement, le Kazakhstan est assez loin des centres de consommation internationaux, ce qui fait que quand le prix du baril baisse, les coûts de transit restent les mêmes et ça coûte beaucoup d'argent. Tous ces paramètres font que toutes les conditions sont réunies pour attirer des investisseurs étrangers dans la filière pétrolière. C'est pourquoi on pourrait envisager que les sociétés occidentales restent au Kazakhstan, alors qu'il y a 3-4 ans, il y avait des débats sur la vente des parts, notamment par exemple Total à Kashagan, qui voulait vendre une partie de ses investissements. Mais pour moi, s'il y a un acteur qui fera une nouvelle percée dans la filière pétrolière, c'est bien la Chine, avec notamment les nouvelles routes de la soie qui peuvent être corrélées à ces investissements pétroliers. Puis pour finir, sur l'approvisionnement européen en combustibles fossiles, il n'y a aucun danger suite à ces mutations sociales, économiques et politiques. Effectivement, les effets se ressentent sur la bourse et les cotations financières, mais comme je l'ai dit en début de séance, la production pétrolière n'a pas été affectée, donc il n'y a aucun risque majeur pour l'approvisionnement européen en pétrole. On a beaucoup parlé des personnes qui ont été démises de leurs fonctions à la tête des entreprises pétrolières et gazières. Est-ce que tu arrives à avoir un aperçu ou à comprendre quelles tendances se dessinent lorsqu'on regarde celles qui commencent à émerger, à prendre position? Est-ce que finalement, tu as déjà un petit peu de visibilité là-dessus ou est-ce que c'est extrêmement flou? Parce que comme tu l'as dit, les PDG nommés sont souvent des PDG par intérim. Alors moi, ce que j'ai remarqué, et selon moi, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'en promettant des réformes économiques, Tokayev semble s'opposer à des réformes politiques qui provoqueraient l'effondrement du système de Nazarbayev. Donc, il n'y aura sans doute pas de rupture politique, mais uniquement une rupture économique, avec ainsi toujours un régime autoritaire et autocratique. Donc, si on peut résumer les tendances qui sont à l'œuvre, le clan de Nazarbayev est mis à l'écart, mais sans rompre ouvertement avec l'ère de Nazarbayev. Donc Sarah nous dit qu'elle était récemment dans le sud du pays, le sud du Kazakhstan, et qu'elle a vraiment eu l'impression que le solaire était développé dans cette partie du pays. Et la question qu'elle nous pose est intéressante, puisqu'elle nous demande d'une certaine manière quelle pourrait être l'influence, l'impact des énergies renouvelables sur le pays, et notamment voilà, sur la structure politique et économique, parce qu'on a vu qu'il y a ce lien entre les entreprises extractives et le politique. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus? Alors effectivement, le Kazakhstan donne l'impression d'être assez impliqué dans l'industrie des énergies renouvelables. Il a notamment accueilli en 2017 l'exposition internationale sur le thème de l'énergie du futur.
Mais malheureusement, la réalité est qu'il y a encore un énorme travail à faire. Effectivement, le Kazakhstan a un grand potentiel, notamment au niveau de l'énergie éolienne au nord, mais aussi l'énergie solaire au sud. Mais on n'en est pas encore là. C'est ce que m'avait dit exactement un acteur de l'industrie avec lequel je m'étais entretenu. Donc, en fait, si vous voulez, pour le Kazakhstan, ce thème de l'économie verte, c'est surtout un moyen pour le président de faire parler du pays. Mais encore une fois, dans la réalité, il n'y a pas réellement d'action concrète. Je connais pas exactement le mix énergétique du Kazakhstan, mais je ne pense pas que les renouvelables aient une grosse part au sein de ce mix. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de pétrole et de gaz et qu'il va falloir investir considérablement là-dedans pour avoir une vraie économie verte et pour qu'il y ait des vrais changements de politique économique. Je vais lire la question de Ambroise Mariette qui finalement vient compléter ce que tu viens de nous dire. Donc je ne sais pas si tu as encore d'autres éléments à ajouter, ça sera le moment de le faire. Ambroise Mariette nous pose la question suivante. Puisqu'il est possible, donc la transition énergétique est-elle trop anticipée au Kazakhstan? Est-ce qu'elle fait l'objet d'un débat public? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Et d'une certaine manière, comment la population voit-elle son futur? Puisqu'on sait que le pays est très dépendant des revenus des énergies fossiles, donc est-ce que finalement on a ce débat public au Kazakhstan qui fait que l'on sent que les énergies renouvelables sont l'avenir et qu'on doit faire un mouvement dans cette direction? Alors effectivement, il y a un plan de croissance verte qui a été publié par les autorités locales vers les années 2016-2017, mais uniquement destiné à diversifier la consommation énergétique locale et en lien avec la stratégie 2050 du Kazakhstan. Les autorités ont établi une conception du Kazakhstan sur l'économie verte. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'effectivement, ce sont surtout des moyens politiques afin de s'imposer comme un acteur qui pense à l'avenir et qui pense à l'économie post-pétrolière. Mais il y a encore un bon bout de chemin à faire avant d'avoir une vraie économie durable qui ne soit pas fondée sur les ressources pétrolières et gazières. Autre question donc de Christophe Fellner, cette fois, qui nous demande si l'orientation stratégique de l'économie du Kazakhstan, qui, durant la période soviétique, était tournée vers le grand frère moscovite, a vraiment changé. Parce que tu nous parlais finalement d'un décrochage de l'influence de Moscou. Qu'en est-il actuellement, ou de manière un petit peu plus générale, qu'en est-il de l'influence et des liens entre Moscou, enfin entre la Alors, Russie et Moscou? effectivement, c'est un décrochage dans le pétrole. Dans les investissements pétroliers, Moscou a des parts très modestes. Comme je l'ai dit, c'était vers les 3%, précisément 3,3%. Après, dans les relations politiques et économiques, Moscou est un partenaire essentiel du Kazakhstan. Ça, il n'y a aucun débat à avoir. Dans tous les cas, les deux États n'ont aucun intérêt à rentrer en conflit ou à avoir des tensions, puisque d'une part, pour Poutine, ça signifierait avoir un conflit qui soit gelé ou actif aux portes de ses frontières. Et comme je l'ai aussi précisé, le Kazakhstan, avec l'Ukraine et la Biélorussie, font vraiment partie de la pierre angulaire des projets géopolitiques et stratégiques de la Russie. Donc, il n'y a aucun intérêt pour les deux dirigeants de faire quoi que ce soit en leur défaveur, d'autant plus que le Kazakhstan a besoin de la Russie pour exporter ses ressources pétrolières, notamment par le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte approximativement 2/3 de la production du Kazakhstan. Et Poutine, encore une fois, a besoin du Kazakhstan pour affirmer ses objectifs d'union économique eurasienne. Et par ailleurs, dans cette union économique eurasienne, il y a une union énergétique qui prévoit une mise en relation des réseaux entre les différents États concernés et donc qui accentuera la dépendance et plutôt l'interdépendance entre ces pays. Donc, sur ce plan-là, ils ont des très bonnes relations. Je n'ai pas les chiffres commerciaux, mais il n'y a aucun débat à avoir sur cela. Merci, Monsieur Stanislas, Monsieur Beaumont. C'était une explication super intéressante, bien sûr, parce que
bien sûr, je sais que le Kazakhstan, c'est un produit politiquement de la fin de l'Union soviétique. Et pour moi, c'était super intéressant de comprendre la structure d'une économie après une grande dissolution d'un grand pays, comme par exemple l'Union soviétique. Par exemple, en comparaison avec la dissolution des autres pays, par exemple, comme la Tchécoslovaquie, comme la Yougoslavie, comme l'Autriche hongroise, comme les autres pays. Et c'est pourquoi j'ai posé cette question, parce que je crois qu'il est nécessaire de comprendre les fonctions d'une économie dans une certaine province, d'un État très grand, vers un État, bien sûr, indépendant. Et j'ai posé la question parce que j'imaginais que, bien sûr, le Kazakhstan a deux intérêts géostratégiques, c'est-à-dire une alliance avec la Russie, peut-être une alliance ou une entente cordiale peut-être avec la Chine ou les autres pays du Stan en Asie centrale. Et c'est pourquoi que j'ai posé cette question. Merci. Bonjour, Sébastien Breuer. J'aurais une question je rejoins la conférence avec un peu de retard, donc je m'excuse si la question a déjà été soulevée, mais on a beaucoup entendu parler d'une implication des structures de force au Kazakhstan qui serait à la base même des récents troubles. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations là-dessus, s'il y a bien des preuves qui commencent à se dégager sur le fait qu'ils aient causé et bien démarré ces événements-là, ou si les émeutes ont juste servi de prétexte pour écarter ces proches de l'ancien président? Alors, de ce que j'ai vu et ce que j'ai analysé et étudié, effectivement, ça a quand même démarré du doublement du prix du gaz de pétrole liquéfié, qui est quand même le carburant qui est utilisé par environ 3/4 de la population pour se déplacer en voiture. Mais ces manifestations se sont étendues dans tout le pays, dans beaucoup de régions et beaucoup de provinces. Il y a eu des manifestations assez violentes. Donc, je ne pense pas que ce soit un prétexte pour limoger toute la famille. Alors après, comme j'ai dit, est-ce que cet affaiblissement est orchestré en collaboration avec Nazarbayev? Ça, malheureusement, je ne suis pas dans la tête de Tokayev, donc je n'ai pas d'éléments de réponse à apporter. Mais je pense que Tokayev a tendance comment dire, à être de plus en plus indépendant, puisque la situation le réclamait. Et c'est d'autant plus que je pense qu'il a estimé qu'il n'avait pas le choix, tout simplement. Et que tôt ou tard, la famille aurait dû lâcher du lest et que c'était une question de survie politique, on va dire. Alors, est-ce qu'on a des informations concernant le nouveau fonds social qui a été annoncé par Tokayev, qui devrait, comme tu l'as expliqué, finalement prendre les ressources là où elles se situent et abonder la population pour répondre à leurs besoins. Finalement, est-ce que tu as d'autres informations là-dessus? Parce que c'est une façon d'agir là où l'État a toujours échoué d'une certaine manière, c'est-à-dire résoudre des problèmes de pauvreté, d'inégalité. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors effectivement, l'annonce est assez récente. Donc on n'a à ce jour pas encore tous les éléments de réponse en tête, puisque forcément, c'est une mesure qui prend du temps à s'échafauder et elle n'est pas faite en 2 jours. Mais ce que je sais, c'est que c'est un moyen pour Tokayev d'accéder aux richesses de la famille à travers sa Casina, en faisant justement profiter la population de tous ces actifs qui ont été détenus pendant 20 ans par la famille présidentielle. Comme je l'ai dit, ce sera donc une réforme sous la forme d'une caisse nationale d'aide sociale. Et ça permettra, encore une fois, d'endiguer la corruption. Mais j'ai vu aujourd'hui que les principaux actionnaires s'étaient opposés à cette réforme. Donc, c'est tout récent, encore une fois. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas non plus comment Tokayev va réagir à ces déclarations. Mais en tout cas, il y a quand même des formes d'opposition. Bon, disons que c'est très intéressant. Entre promesses d'en finir avec la corruption, avec les inégalités, la pauvreté, c'est un très grand chantier. On ne sait pas trop où ça va aboutir. Donc est-ce que d'autres personnes souhaiteraient encore poser quelques questions?
Dans le cas contraire, je pourrais vous proposer de bientôt nous séparer. J'aurais quand même quelques petits mots à ajouter pour la fin de cette conférence. Bon, déjà, merci beaucoup Stanislas d'avoir partagé avec nous le fruit de son long travail, vraiment d'avoir répondu avec précision à toutes ces questions. Merci à Anastasia pour la traduction. Comme vous le savez, c'était une première pour nous ce soir. Donc voilà, nous ajoutons une corde à notre arc. Ensuite, je vous rappelle donc que nous sommes une association loi de 1901. Nous travaillons avec des experts associés. Nous travaillons avec différents bénévoles, comme ceux qui nous ont aidés à préparer la conférence de ce soir, donc Dylan Van de Ven, Samuel Frerich. Donc, merci beaucoup à eux. Vous êtes libres, vous aussi, de nous rejoindre. Nous sommes à la recherche de contributeurs, d'experts spécialisés dans différents domaines. Et deux dernières choses à ajouter. La prochaine conférence se déroulera en présentiel à l'Assemblée nationale à Paris. Elle sera dédiée à la question du nucléaire utilisé comme, si vous voulez, bras armé ou levier par la Russie pour pousser ses intérêts à l'étranger et appuyer sa politique étrangère. C'est un événement qui sera réservé aux membres, donc ceux qui sont vraiment membres de Eastern Circles. Les places étant limitées, nous allons très rapidement partager toutes les informations avec vous pour que vous puissiez vous positionner si vous souhaitez assister à cette conférence. Enfin, sur le Kazakhstan, vous pourrez avoir très bientôt accès aux articles de Stanislas en ligne. Mais vous pouvez d'ores et déjà lire son travail en entier sur le net. Vous allez recevoir également dans un mail très prochainement ces informations. Et nous avons également publié très récemment un Telegram from the field, donc un témoignage très précieux d'une de nos sources sur place qui a donc vécu les événements de l'intérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Et à très bientôt donc pour cette prochaine conférence le 25 février. Et sinon, pour la suite de nos événements en ligne, toujours sur le cycle de discussion dédié à la diplomatie énergétique. Merci à vous. Au revoir. Merci.